Sors. Sors de ma maison, femme ingrate. La voix de Shima résonnait dans tout le quartier, répercutant contre les murs de ce qui était autrefois la maison d'Adesua. Après tout ce que mon frère a fait pour toi, tu penses encore mériter de rester ici? Sors avant que je ne te jette dehors moi-même. Les voisins s'arrêtèrent net, regardant la scène alors qu'Adesua, tenant les mains de ses enfants, restait figée de stupeur, son monde s'effondrant autour d'elle. Adesua était une jeune femme belle qui vivait en ville avec son mari riche et leurs 2 enfants. Elle venait juste de terminer ses études secondaires lorsqu'elle rencontra et épousa Obina, un homme très riche. Obina était généreux et aimait profondément Adesua. Il voulait le meilleur pour elle et lui proposa de l'envoyer à l'université après leur mariage. Un jour, il s'assit avec Adesua et lui dit « Mon amour, tu te souviens que lorsque je suis venu demander ta main, je t'avais promis de te former à l'université. Le mariage ne devrait pas t'empêcher de poursuivre tes études. » Mais Adesua refusa catégoriquement. Malgré la volonté d'Obina de la soutenir dans ses études, elle répondit « Mon mari, je ne pense pas qu'il soit nécessaire pour moi d'aller à l'école. Après tout, tu es un homme très riche, tu as tout l'argent. Pourquoi devrais-je aller à l'école alors que ton argent peut subvenir à tous nos besoins ?» Obina essaya de lui faire comprendre qu'elle avait besoin d'une éducation et d'un diplôme, mais Adesua refusa complètement. Alors, Obina lui fit une autre proposition. « Mon amour, si tu ne veux pas aller à l'école, que dirais-tu que je te monte une grande affaire pour que tu puisses gagner ton propre argent et rester occupé ?» Adesua, irritée, répondit « Pourquoi veux-tu que je m'occupe d'une affaire? Tu veux me mettre sous pression? Quand tu es venu me demander en mariage, tu m'avais promis une vie de plaisir, alors laisse-moi profiter de ton argent. » Obina, réalisant qu'Adesua n'était ni prête à aller à l'école ni à démarrer une entreprise, décida de la laisser tranquille et de lui donner une allocation. Adesua commença à profiter de la richesse de son mari, achetant des vêtements coûteux, voyageant dans de beaux endroits, sans se soucier de l'argent. Malgré son mode de vie extravagant, Adesua était une bonne épouse, s'occupant d'Obina et de leurs enfants avec amour et attention. Elle s'assurait également qu'Obina envoie de l'argent à sa famille au village régulièrement. Adesua avait une amie, Nen. Un jour, Nen lui dit « Adesua, je suis heureuse pour toi que tu sois mariée à un homme riche et que tu mènes une belle vie. Mais je n'aime pas la manière dont tu dépenses ton argent. Il serait sage d'économiser un peu. On ne sait jamais ce que l'avenir réserve. » Adesua, agacée, répondit « Que veux-tu dire par économiser? Sais-tu combien d'argent mon mari a? Il est immensément riche. À quoi bon économiser alors que je peux profiter de sa fortune ?» Malgré les conseils de Nen, Adesua refusait de changer ses habitudes. Puis un jour, un malheur arriva. Obina eut un accident de voiture et mourut. Adesua, dévastée, pleura la perte de son mari, mais se consola en pensant à sa richesse. Elle se disait qu'avec tout l'argent qu'il avait laissé, elle n'aurait aucun souci. Quelques jours après les funérailles, un avocat rendit visite à Adesua. Elle espérait qu'il apporterait des nouvelles sur la répartition de la fortune d'Obina. Mais à sa grande surprise, l'avocat lui annonça qu'Obina n'avait laissé aucun testament et que, selon la loi, tous ses biens reviendraient à son frère cadet, Shima, qui figurait comme héritier légal sur les documents. Adesua fut sous le choc. Elle était désemparée, incapable même de penser au fait qu'elle n'avait plus d'argent, car elle n'avait pas économisé. Shima arriva peu de temps après avoir entendu la nouvelle et était déterminé à prendre tout ce qu'Obina possédait. Shima prit possession de toutes les propriétés d'Obina, laissant Adesua et ses enfants sans rien. Ils furent obligés de quitter leur belle maison, sans nulle part où aller. Adesua se tourna vers ses amis pour obtenir de l'aide, mais ils avaient tous leurs propres problèmes familiaux à gérer. N'ayant personne pour l'aider et nulle part où se tourner, Adesua emballa quelques-unes de ses affaires et quitta la maison. Shima lui avait demandé de partir, et en tenant la main de ses enfants, elle erra dans les rues, ressentant tout le poids de ses erreurs. Les nuits étaient les plus dures. Elle se couvrait avec ses enfants sous une couverture et les tenait près d'elle alors que leurs estomacs gargouillaient de faim. Ils n'avaient rien mangé de toute la journée. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Adesua tenta de trouver du travail, mais son manque de compétences et d'éducation rendait cela impossible. Le peu d'argent qu'elle parvenait à obtenir, sans que Shima ne le remarque, était dépensé en nourriture et en abri. Chaque jour devenait un cauchemar pour elle, et l'agonie envahissait son âme. Elle regrettait de ne pas être allée à l'école ou de ne pas avoir créé une entreprise, comme son défunt mari le lui avait conseillé. Un soir, l'un de ses enfants lui dit « Maman, j'ai faim. Nous n'avons rien mangé depuis ce matin. »
Le cœur d'Adésua se brisa en 1000 morceaux. Elle répondit, les larmes aux yeux, « Je sais, mon enfant. Je suis désolée de ne pas avoir économisé quand j'avais de l'argent. Je ne savais pas que tout cela nous arriverait. Pardonnez-moi, mes enfants. » Malgré ses regrets, Adésua savait qu'elle devait être forte pour ses enfants. Elle décida qu'elle trouverait un moyen de survivre, aussi petit soit-il. Elle se résolut à travailler dur. Adésua trouva un petit emploi dans un marché, vendant des fruits et des légumes. C'était un travail difficile, mais elle le faisait pour ses enfants. Assise, elle réfléchit. J'avais l'opportunité d'ouvrir n'importe quelle sorte d'entreprise que je voulais, mais je l'ai refusée. Je n'ai même pas économisé d'argent, pensant que la vie serait toujours facile. Si j'avais su que cela se passerait ainsi, j'aurais écouté mon mari et mon ami. Au fil des jours et des mois, Adésua continua à vendre sur le marché. Les gens du marché admiraient sa détermination et commencèrent à la soutenir, l'aidant à se constituer une petite base de clients fidèles. Un jour, une femme bienveillante l'a mis en contact avec une grande entreprise de production de jus de fruits, et Adésua commença à fournir cette entreprise en fruits. Son succès arriva lentement, mais son entreprise grandit. Elle épargna chaque centime qu'elle gagnait. Après des mois de travail acharné, Adésua parvint à économiser une somme d'argent substantielle, et la vie commença à s'améliorer pour elle et ses enfants. Son entreprise continua de croître, et elle ajouta plus de produits et engagea des aides. Un jour, Shima, le frère cadet de son défunt mari, la vit dans la rue et remarqua à quel point elle réussissait. Il se sentit coupable de ce qu'il avait fait et s'excusa auprès d'Adésua, lui proposant de l'aider. Adésua pardonna à Shima, sachant que garder de la rancune ne servirait pas ses enfants. Shima l'aida à développer encore davantage son entreprise, et ils devinrent de bons amis et partenaires. Adésua commença à éduquer d'autres femmes sur le marché, leur apprenant comment gérer une entreprise et économiser. Elle devint un modèle pour de nombreuses jeunes femmes, qui la regardaient avec admiration pour sa force et sa sagesse. Ses enfants excellèrent à l'école, fiers de leur mère, et travaillaient dur pour la rendre fière. Son entreprise continua de prospérer, et elle ne cessa jamais de partager son histoire de perte, de résilience et de succès. Son parcours toucha de nombreuses personnes, et son histoire continua d'inspirer de jeunes femmes à poursuivre leur éducation et leur indépendance. Merci beaucoup d'avoir regardé mon histoire. La morale de cette histoire est qu'elle nous enseigne l'importance de l'éducation, du travail acharné et de la résilience. Peu importe ce que la vie nous réserve, nous pouvons le surmonter avec détermination et gentillesse. Je m'appelle Ona, du conte Histoire et Contes. J'espère que vous avez appris une leçon précieuse de l'histoire d'Adésua. Merci beaucoup d'avoir regardé, et s'il vous plaît, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de cliquer sur le bouton s'abonner afin que, lorsque je posterai d'autres histoires intéressantes, vous puissiez les voir. Je vous apprécie, et j'apprécie votre temps. Je ne prends pas votre soutien pour acquis. À bientôt dans ma prochaine vidéo. Au revoir. Si on vous demandait le jour de votre mariage d'annuler la cérémonie tout d'un coup, prendriez-vous le temps de comprendre pourquoi ou continueriez-vous sans prêter attention aux avertissements? Que feriez-vous exactement? Chers spectateurs, Aduni était la fille unique de ses parents, chérie et adorée par ses deux frères aînés, Nazi et Bulma. Dès son plus jeune âge, Aduni avait toujours rêvé d'épouser un homme riche pour pouvoir fièrement porter le titre de femme dodu, un terme utilisé pour décrire l'épouse d'un homme très riche. Elle avait un goût prononcé pour le luxe et était attirée par les belles choses de la vie. Ainsi, lorsqu'Aduni a rencontré Ayodel, un homme d'une grande richesse, elle n'a pas hésité à accepter de l'épouser après seulement 3 semaines. Pour Aduni, la richesse d'Ayodel était tout ce qui comptait, et elle était ravie à l'idée de la vie de glamour qui l'attendait. Mais, chers spectateurs, je vous pose la question, la richesse est-elle la seule chose qui compte dans un mariage? Découvrons-le dans cette histoire. Les préparatifs du mariage ont rapidement été mis en place après qu'Ayodel ait rencontré les parents d'Aduni. Elle était aux anges à l'idée de son mariage à venir avec un odu. Rappelez-vous, un odu est simplement un terme utilisé pour décrire un homme riche. Elle attendait avec impatience le jour où elle marcherait dans l'allée, vêtue de sa plus belle robe, prête à revendiquer son titre de femme dodu. Elle se disait « Ah, j'ai enfin trouvé l'homme parfait de mes rêves, un homme avec une richesse incalculable, et je vais enfin porter le titre de femme dodu. » Mais, chers spectateurs, qui ne serait pas heureux de se marier avec un homme riche, une vie pleine de luxe et de richesse? Mais attendez, est-ce vraiment le cas dans l'histoire d'Aduni? Le jour du mariage est enfin arrivé, et Aduni était tout excitée, se préparant,
coiffant ses cheveux, appliquant son maquillage, tout pour s'assurer que son mariage soit un succès. Mais ce matin-là, alors qu'elle s'habillait, Nazi, le frère aîné d'Aduni, est entré dans la pièce avec une expression inquiète. Que pouvait-il bien vouloir? Avant de continuer l'histoire, chers spectateurs, permettez-moi de vous faire une petite requête. Si vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, veuillez rejoindre ma communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. Si vous êtes un abonné fidèle, je vous dis un grand merci pour votre soutien. Je l'apprécie énormément. Revenons à l'histoire. Nazi, le frère aîné d'Aduni, lui a dit « Aduni, tu dois annuler ce mariage ». Sa voix était pleine d'urgence. Aduni s'est retourné vers lui, le visage rouge de colère. « Pourquoi dis-tu cela? C'est mon jour de mariage, et tu essaies de tout gâcher. Comment oses-tu me demander d'annuler mon mariage? C'est mon jour, tu devrais être heureux pour moi. » Nazi a tenté de la raisonner et d'expliquer pourquoi, mais Aduni n'écoutait pas. Au lieu de cela, elle l'a accusé de jalousie. Tu es simplement envieux parce que, depuis que tu as terminé l'université, tu n'as pas pu trouver un bon emploi ou devenir aussi riche qu'Ayodel. C'est pourquoi tu ne veux pas que je me marie avec lui. Parce que tu ne veux pas que je profite de la richesse que tu n'as pas. Le cœur de Nazi s'est effondré face à ces paroles dures. Il a répondu « Aduni, ce n'est pas à propos de moi. Je veux juste te protéger. Essaie de m'écouter, petite sœur. » Mais Aduni était trop furieuse pour se soucier de ses raisons. Elle l'a traité de méchant et l'a accusé de vouloir ruiner son bonheur. Blessé et en colère, Nazi a quitté la pièce, jurant de ne plus s'en mêler. Chers spectateurs, je suis sûr que vous vous demandez pourquoi Nazi a demandé à sa petite sœur d'annuler son mariage le jour même. Si vous étiez à la place d'Aduni, auriez-vous écouté les raisons de votre frère aîné, ou auriez-vous réagi de la même manière qu'Aduni? Malgré l'avertissement de son frère, la cérémonie de mariage a eu lieu, et Aduni s'est marié avec Ayodel. Après le mariage, Aduni est arrivé chez son mari avec une immense excitation. La maison était effectivement remplie de luxe et de richesse, un grand manoir dans lequel n'importe qui aurait voulu vivre. Aduni était très heureuse et s'est dit « Regarde toute cette splendeur et ce luxe. Et mon frère Nazi voulait que j'annule mon mariage avec cet homme riche. Il doit être fou. Dieu merci, je ne l'ai pas écouté. J'aurais raté tout cela. Quel frère jaloux !» Aduni ne savait pas que Nazi avait découvert quelque chose qui aurait pu lui sauver la vie. 6 mois après le mariage, les parents d'Aduni ont commencé à s'inquiéter, car ils n'avaient pas eu de nouvelles de leur fille depuis longtemps. Son numéro de téléphone ne fonctionnait plus, et même ses frères n'avaient pas de nouvelles. Ses parents étaient extrêmement inquiets pour leur fille. Dans la ville, le rêve glamour d'Aduni en tant qu'épouse d'Odu s'était rapidement transformé en cauchemar. Quelques mois seulement après le mariage, les préoccupations de Nazi se sont avérées justifiées. Nazi avait également découvert qu'A avait été marié 4 fois auparavant, chaque fois avec une femme différente qui mourait mystérieusement dans l'année suivant leur mariage. La richesse de A était liée à ses décès, car il sacrifiait chaque épouse pour renouveler sa vie et maintenir sa fortune. Les parents d'Adon furent choqués en apprenant cela et supplièrent leur fils Nazi d'aller chercher leur fille Aduni en ville. Nazi, incapable de chasser son inquiétude, décida de rendre visite à Aduni sans informer A. Lorsqu'il arriva à leur somptueuse demeure, il trouva la maison étrangement calme. Assis dans le salon, il entendit des voix étranges provenant d'une pièce verrouillée. En enfonçant la porte, il trouva Aduni en larmes. Elle murmura à son frère « C'est A, il prévoit de m'utiliser pour renouveler sa vie, tout comme il a fait avec ses autres femmes. J'ai découvert tous ses secrets après notre mariage. » Nazi, horrifié, réagit rapidement. Il rassembla les affaires d'Aduni et ils s'apprêtèrent à quitter la maison. Mais au moment où ils atteignaient la porte, A apparut, bloquant leur chemin. « Tu penses pouvoir partir ?» ricana A. « Personne ne m'échappe, dit-il. » Nazi, déterminé, ne fléchit pas. « Je vais sortir ma sœur de cette maison aujourd'hui. » Aduni, tremblante derrière lui, était pétrifiée. Son orgueil d'autrefois avait laissé place à la terreur pure. Elle agrippait le bras de son frère, tandis que la vérité effroyable qu'elle avait découverte la hantait. Nazi, cependant, resta ferme, son visage empreint de détermination. Ah, furieux, lança. « Petit garçon, tu oses me défier? J'ai affronté des hommes bien plus forts que toi et ils sont tous tombés. Crois-tu pouvoir me résister ?» Sans prévenir, A se jeta sur Nazi avec des mouvements rapides et violents. Nazi, puisant dans toutes ses forces, lui asséna un coup de poing puissant au visage, le faisant vaciller.
Il enchaîna avec un coup de pied bien placé, envoyant à s'écraser contre une table qui se brisa en morceaux. Profitant de l'occasion, Nazi attrapa la main d'Aduni et l'entraîna vers la porte. Mais A, désormais enragé et saignant, se précipita une dernière fois sur eux, son visage tordu de colère. Nazi, prêt, saisit un pied de table brisé et frappa en pleine tête. A s'effondra, inconscient et vaincu. Essoufflés et tremblants, Nazi et Aduni ne perdirent pas une seconde. Ils s'enfuirent de la maison dans la nuit, courant aussi vite que leurs jambes le leur permettaient. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent loin du manoir d'A, s'effondrant finalement de fatigue sur le bord de la route. Ce n'est qu'à ce moment-là, en reprenant leur souffle, que le poids de ce qui s'était passé s'abattit sur Aduni. Les larmes montèrent dans ses yeux. Elle se tourna vers Nazi, la voix tremblante de regret. « Nazi, je suis tellement désolée. J'avais tort. J'aurais dû t'écouter. J'étais aveuglée par la richesse de A et l'idée de devenir une épouse au Ogo. Je n'ai pas vu la vérité. Je t'ai insulté, j'ai douté de ton amour pour moi, et j'ai mis ma vie en danger. Pourras-tu jamais me pardonner, mon cher frère ?» Nazi regarda sa sœur, son visage s'adoucissant en voyant la sincérité dans ses yeux. Il la prit doucement dans ses bras, la serrant contre lui. « Tu es ma sœur, Aduni, dit-il, la voix remplie d'émotion. Je te pardonnerai toujours. Ce qui compte maintenant, c'est que tu es en sécurité et que tu as appris de cette expérience. La richesse ne vaut pas ta vie. Je veux juste que tu sois heureuse, mais de la bonne manière, ma chère sœur. » Aduni hocha la tête, ses larmes imbibant la chemise de son frère. Elle savait qu'il avait raison, et qu'elle avait été insensée de laisser les choses matérielles obscurcir son jugement. Elle avait appris une dure leçon, mais elle était reconnaissante d'avoir son frère à ses côtés. Que feriez-vous si votre mari vous demandait de partager un lit non seulement avec lui, mais aussi avec ses autres frères, en vertu d'une tradition familiale? Le feriez-vous ou fuiriez-vous pour sauver votre peau? Restez attentif et apprenez de cette histoire choquante. Jessica venait juste d'être admise à l'université de Calabar pour étudier l'administration des affaires. Elle était ravie de quitter la petite ville d'Enugu pour entrer dans le vrai monde des adultes. Tout était différent de chez elle. Le campus était animé, rempli d'étudiants vacants à leurs occupations. L'ambiance était fascinante. « J'y suis enfin », se dit-elle, impatiente de commencer ce nouveau chapitre de sa vie. Après quelques jours à aller d'un bureau à l'autre pour s'inscrire à ses cours et finaliser les formalités d'admission, elle finit par se rendre dans l'amphithéâtre. La classe était immense, remplie d'étudiants habillés de manière décontractée, bien différente de ce qu'elle avait connu au lycée. Elle entra dans la classe avec une excitation mêlée d'anxiété et s'assit sur un siège vide, quelques rangées devant. Quelques minutes plus tard, une voix lui demanda « Ce siège est-il pris ?» Jessica se retourna pour voir à qui appartenait cette voix, et elle aperçut un garçon nommé Basset. Il était grand, avec des traits incroyablement beaux, une police, des cheveux soigneusement coupés et des yeux brillants qui semblaient pétiller de curiosité. Son sourire était chaleureux et engageant, et Jessica ne put s'empêcher de sourire en retour en répondant « Non, il est libre ». Basset s'installa sur le siège à côté de Jessica, et dès ce moment, ils devinrent inséparables. Ils faisaient tout ensemble, partageaient leurs notes de cours, leur nourriture, et bien d'autres choses. Leur amitié, autrefois innocente, se transforma rapidement en une relation amoureuse passionnée. Basset venait d'une famille riche, étant le plus jeune de 5 enfants. Sa famille semblait ordinaire, mais elle cachait un sombre secret que Basset ne pouvait pas révéler à sa petite amie Jessica. Quelques années plus tard, Basset et Jessica obtinrent leur diplôme de l'université et commencèrent immédiatement à travailler. Ils étaient toujours aussi amoureux qu'à l'époque de leurs années de campus, bien que maintenant ils étaient dans la fin de leur vingtaine. Mais Basset ne montrait aucun signe de vouloir se marier, ce qui inquiétait Jessica. Ses amis commençaient à se marier une à une, mais Basset ne semblait pas prêt de poser la fameuse question, alors que l'horloge biologique de Jessica continuait de tourner. Un jour, Jessica prit son courage à 2 mains et demanda à Basset pourquoi il hésitait à se marier. « Chérie, ça fait plus de 7 ans que nous sortons ensemble et tu n'as jamais parlé de mariage ni d'avenir avec moi. Veux-tu seulement profiter de ma jeunesse et me laisser tomber ensuite ? Si c'est le cas, dis-le-moi maintenant, dit Jessica. Basset répondit, non, mon amour, ce n'est pas ça. C'est juste que la situation est compliquée avec mes frères en ce moment. Ma famille est compliquée. Je t'aime, mais je ne pense pas que nous puissions gérer les problèmes de ma famille pour l'instant. Quels problèmes familiaux ?
Chaque famille a ses problèmes, mais cela ne veut pas dire qu'il faut repousser le mariage. Y a-t-il autre chose que tu ne me dis pas? Insista Jessica. Basset resta silencieux, incapable d'expliquer les sombres secrets de sa famille. Il savait que si Jessica apprenait la vérité, elle prendrait la fuite. Mais il l'aimait profondément, et il se retrouvait dans un dilemme. Un an passa, et Basset ne disait toujours rien à propos du mariage. Jessica, fatiguée d'attendre, lui envoya un message lui disant que s'il n'était pas prêt à se marier, il devrait rompre. Basset, bouleversé en recevant ce message, savait qu'elle avait été suffisamment patiente. Mais s'il lui révélait ce qui se passait dans sa famille, cela la bouleverserait complètement. Quelques jours plus tard, Basset se rendit chez Jessica pour tenter de lui expliquer certaines choses. « Mes frères et moi sommes très proches. Nous partageons tout ensemble, rien n'est caché entre nous, dit-il. N'est-ce pas une bonne chose? Au moins, vous ne vous disputez pas, répondit Jessica, ignorant que cette intimité allait au-delà du simple partage de biens. En fait, s'il l'épousait, ses frères voudraient également la partager, tout comme Basset avait partagé les épouses de ses frères. Jessica, de plus en plus exaspérée, déclara « Basset, je ne rajeunis pas. Si tu n'es pas prêt à te marier, mettons fin à cette relation ici et maintenant. » Un silence pesant s'installa. Après un moment, Basset céda. « D'accord, chérie, allons voir mes parents ce week-end. Ensuite, nous irons voir les tiens. Mais je dois te prévenir, ma famille est vraiment compliquée. » Le week-end suivant, ils se rendirent dans le manoir de la famille de Basset. Jessica fut éblouie par la grandeur de la maison et la richesse qui transparaissait dans chaque détail. Les parents de Basset, M et Madame Effion, descendirent pour les accueillir avec chaleur. La mère de Basset dit en plaisantant « Alors, voici enfin la célèbre petite amie dont on a tant entendu parler. » Jessica, étonnée, réalisa que la famille de Basset avait toujours su son existence. Pendant le repas, le père de Basset demanda à Jessica si son fils lui avait parlé de ses frères. Sentant la tension, elle répondit qu'elle savait qu'ils étaient proches. Madame Effion ajouta « Nous acceptons seulement les femmes qui comprennent qu'ici, tout se partage, y compris les épouses. » Ces paroles résonnèrent comme une mise en garde. Un frisson parcourut l'échine de Jessica, et elle commença à se poser de sérieuses questions sur la nature de cette famille. Quelques jours plus tard, encore troublée par ce qu'elle avait entendu, Jessica se rendit chez Basset avec l'intention de lui poser des questions. Cependant, à chaque fois qu'elle le voyait, son charme et son amour la déstabilisaient, et elle finissait par ignorer ses doutes. Mais les paroles de la mère de Jessica, qui s'inquiétait également de cette proximité étrange entre Basset et ses frères, vinrent raviver ses craintes. Malgré les assurances de Basset, Jessica sentait que quelque chose n'allait pas, et les doutes qui la hantaient depuis longtemps ne faisaient que s'amplifier. Cette nuit-là, après un autre silence pesant entre eux, Jessica demanda à Bassie s'il avait encore quelque chose à lui dire, une vérité cachée qui pourrait apaiser l'inquiétude dans son cœur. D'une voix douce mais tendue, il répondit « Non, je t'ai déjà tout dit. » Ces mots, censés la rassurer, n'ont fait qu'aggraver l'incertitude qui tourbillonnait en elle. Dans les jours qui suivirent, ils retournèrent à Calabar alors que leur jour de mariage approchait à grands pas. Un week-end, Madame Fong invita Jessica à dîner dans le manoir familial, une dernière chance, peut-être, pour Jessica d'entrevoir la vie dans laquelle elle allait être intégrée. Déterminée à faire bonne impression sur ses futurs beaux-parents, elle s'habilla soigneusement et arriva au vaste domaine. Le manoir était en effervescence ce soir-là. Chaque pièce semblait résonner de la présence des frères de Bassie et de leurs enfants. Cependant, il était à noter qu'il n'y avait aucune femme à l'horizon. Madame Fong l'accueillit chaleureusement. « Jessica, ma chère, bienvenue. Rencontrez mes autres fils, » annonça-t-elle en présentant chacun des frères de Bassie avec un sourire à la fois affectueux et mesuré. Un à un, ils lui souhaitèrent la bienvenue. Daniel, avec son charme décontracté, et Hubong, l'aîné, dont la main effleura l'épaule de Jessica d'une manière qui lui parut trop familière. Bien que Jessica sourit et joue le jeu, une sensation troublante s'insinua en elle alors que les regards des frères se prolongeaient, comme s'ils évaluaient chacun de ses mouvements. Après le dîner, Madame Fong insista pour que Jessica passe la nuit, lui rappelant qu'en tant que future épouse de Bassie, il était naturel qu'elle fasse déjà partie de la famille. Jessica accepta, bien que son cœur battît la chamade, partagée entre l'espoir et la crainte. Cette nuit-là, déterminée à découvrir plus de mystères qui la hantaient, elle se rendit dans la cuisine. Elle y trouva Madame Félicia, la gouvernante de longue date, en train de faire la vaisselle. Jessica lui proposa son aide,
espérant entamer une conversation qui pourrait révéler des indices sur l'absence des mères des enfants qu'elle avait vus plus tôt. Avec un sourire doux, Madame Félicia refusa. « Non, madame, vous êtes une invitée. Je ne peux pas vous laisser vous fatiguer à laver des assiettes sales. » Jessica remarqua la détermination tranquille dans les yeux de la vieille femme, des années de service gravées dans chaque ligne de son visage, et ressentit un pincement de sympathie. Pourtant, encouragée par ses propres questions, elle demanda doucement des informations sur les mères des enfants. En un instant, le visage de Madame Félicia devint méfiant, et elle se figea comme si elle avait évoqué quelque chose d'interdit. « Madame, je suis désolée, mais je ne peux pas vous dévoiler ces informations. Vous devriez demander à votre futur mari, il est mieux placé pour répondre à ces questions, » murmura-t-elle. Avant que Jessica ne puisse en demander plus, une voix sévère perça l'obscurité de la cuisine. C'était Madame Fong, debout dans l'embrasure de la porte avec une expression de colère à peine dissimulée. « Félicia, as-tu fini de débarrasser les assiettes ?» demanda-t-elle d'un ton sec. La gouvernante, visiblement tremblante, répondit d'une voix tremblante. « Oui, madame, oui, madame. » Puis, avec un geste impatient, Madame Fong claqua. « Va faire autre chose. Plus vite !» Se tournant vers Jessica, le ton de Madame Fong se fit légèrement plus doux lorsqu'elle demanda. « Ma chère, avez-vous besoin de quelque chose ?» Jessica, encore troublée par l'échange, répondit hésitante. « Non, madame. Je voulais juste aider. » Mais la réponse vint rapidement et de manière décisive. « Vous n'avez pas besoin de faire cela. Nous avons du personnel pour la vaisselle. Vous êtes une épouse dans cette famille maintenant. Vous ne devez pas vous associer au personnel domestique. » À cet instant, le cœur de Jessica se serra. La gravité de la situation s'imposa à elle. « Ai-je vraiment me marier dans cette famille ?» que se demanda-t-elle, un nuage épais et sombre de pressentiment s'installant sur son esprit. Bien que l'opulence du manoir et l'insistance de la famille sur la tradition l'aient autrefois remplie d'espoir, maintenant chaque sourire et chaque mot poli semblaient imprégnés d'une arrière-pensée sinistre. Les jours passèrent, et le jour du mariage approchait. L'esprit de Jessica était un tumulte d'émotions, l'amour qu'elle éprouvait pour Bassi luttait contre la réalité troublante d'une famille liée par des traditions qu'elle pouvait à peine comprendre. Un soir, dans un moment de désespoir, elle confronta Bassi. « Chérie, je ne comprends plus ce qui se passe. Nous étions censés quitter cet endroit et commencer notre propre foyer après seulement quelques jours, mais cela fait des mois. Le comportement de tes frères me fait me sentir comme si je n'étais qu'une nouveauté. Je suis fatiguée. Et j'ai besoin que nous partions. » La réponse de Bassi fut tranchante et empreinte de frustration. « Tu savais à quoi t'attendre en m'épousant, » claqua-t-il. Ces mots se perdirent dans un silence lourd, un silence qui en disait long sur les vérités non dites et les sombres traditions qui les liaient désormais. Dans ce moment de tension, Jessica réalisa qu'elle se trouvait à un carrefour. L'amour qui lui avait autrefois semblé si pur lui paraissait maintenant entaché par l'ombre d'un secret familial, un secret qui menaçait de dévorer son identité même. Tandis que les échos de cette nuit fatidique résonnaient dans son esprit, elle se demandait si son avenir promettait le bonheur ou s'il était destiné à être une vie de tourments silencieux et de sacrifices sans fin. Au milieu de l'atmosphère oppressante et du poids de sa sombre réalité, une amie de confiance finit par se confier à Jessica. Leur richesse et leur pouvoir leur assurent toujours l'avantage, même dans les batailles pour la garde des enfants, avertit l'amie. « Ma chère, tu dois fuir pour sauver ta vie. Retourne chez tes parents, rends la dot, et recommence ta vie pendant que tu es encore jeune. » Jessica soupira profondément alors que la dure vérité s'abattait sur elle. À cet instant, elle ne pouvait plus ignorer les signaux d'alarme évidents qu'elle avait délibérément écartés. Chaque avertissement, chaque regard malaisé des frères de Bassi résonnait maintenant dans son esprit. Le regret d'avoir choisi de se marier dans la famille de Bassi envahit son cœur. Malgré l'amour qu'elle avait autrefois ressenti, les traditions oppressives et la dynamique familiale implacable étaient devenues trop lourdes à supporter. Déterminée à reprendre sa liberté, elle fit semblant que tout était normal ce jour-là. À l'extérieur, elle agissait comme si de rien n'était, elle alla même faire des courses au supermarché, maintenant l'apparence d'une vie ordinaire. Mais derrière cette façade, Jessica planifiait un nouveau départ. Le lendemain, quand la maison était silencieuse et que tout le monde était sorti, elle rassembla ses quelques biens essentiels, vêtements, documents importants et objets souvenirs précieux et s'éclipsa discrètement. Le cœur battant, elle se précipita vers la gare routière et prit le premier bus en direction d'Enugu, où la sécurité et la chaleur de ses parents l'attendaient. En un seul acte courageux et rapide, elle laissa derrière elle Bassi, son emploi, et toute la vie oppressante qui menaçait de consumer son esprit. Avant de disparaître dans la nuit,
Jessica envoya un dernier message à Bassie, un message qui rompait les liens de leur mariage pour de bon. Dans ce message bref, elle déclara que le mariage était terminé et qu'elle récupérait non seulement sa liberté, mais aussi la dot, la renvoyant à sa famille comme symbole de sa renaissance. Le parcours de Jessica offre une leçon marquante et inoubliable. Soyez toujours vigilants et prêtez attention aux signaux d'alarme avant de vous marier dans une famille. Posez des questions, parlez, et ne laissez jamais quelqu'un vous faire taire car une bouche fermée peut bien sceller votre destinée. Son histoire est un rappel puissant qu'aucun amour ne justifie de sacrifier son propre bien-être et sa liberté. Que pensez-vous du parcours de Jessica? Son courage à quitter une vie de tourments silencieux pour chercher un nouveau départ est une leçon pour nous tous. Chérissez votre valeur, faites confiance à vos instincts, et n'ayez jamais peur de vous battre pour votre propre bonheur.